Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Avec le développement de l'IA et de la robotique, je pense qu'il faut anticiper un monde où les sociétés vont se séparer de beaucoup plus d'employés qu'avant, et qu'il y aura peut-être une phase de transition où beaucoup de personnes seront, entre guillemets, sans emploi, en recherche, ou en tout cas vont modifier vont changer leur façon de travailler, et que pendant cette période-là, il est vraiment extrêmement important d'investir son argent intelligemment pour plus être dépendant uniquement des fruits de son travail et des revenus que permettent de générer le travail, puisque de toute façon, ces revenus-là vont amener à diminuer, ou alors en tout cas vont amener à ne plus être suffisants pour suivre, entre guillemets, l'inflation. Et c'est là où le fait d'investir intelligemment son argent, notamment dans Bitcoin, dans de l'or, ou même dans des actions intéressantes sur le long terme, est assez important, à mon sens. Ouais, et il y a justement Recto Verso qui dit, il décrit juste la situation actuelle. En fait, oui, parce que je pense que ce qu'il décrit, c'est vraiment la suite logique. Côté des liquidations sur BTC, je tenais à vous montrer aussi, on a des petits clusters au nord que je trouve assez intéressant, avec un petit cluster ici au sud. Vous voyez, on en a un petit peu au sud et on en a pas mal au nord. Donc moi, je suis assez persuadé qu'on va repartir. Je le suis de plus en plus. Après, à voir comment la chart ici va continuer à se concrétiser. C'est vrai que ici en low time frame, ça reste quand même assez baissier. On va pas se mentir. Et il nous reste des liquidités ici en dessous. Donc ça, c'est aussi un gros truc, et voir si on va bien les récupérer. Ce que vous pouvez constater actuellement, c'est que même ces personnes commencent à vendre à perte. Donc, elles vendaient énormément à la fin de 2025 lors de ce repli, mais même lors du récent pump qu'on a pu voir, eh bien, vous pouvez voir qu'ils se débarrassaient d'énormément de Bitcoin à perte, alors que leur prix moyen est toujours beaucoup plus élevé que ça. Donc en quelque sorte, ils n'ont aucun espoir d'y revenir prochainement. Donc on observe simplement un désintérêt actuellement. Les investisseurs veulent se désengager des cryptos par peur de rater une opportunité en se tournant vers l'or. C'est ce que vous constatez, je pense, actuellement. De plus, si vous regardez la part de l'offre de Bitcoin qui est actuellement en profit ou en perte, eh bien, vous avez 75% de l'offre de crypto qui est en perte. Et ça, c'est déjà énorme. C'est un niveau de bear market. Beaucoup de personnes sont en situation de déficit. Donc, ça signifie qu'à chaque fois qu'on repasse à la hausse, de plus en plus de personnes vont se dire, OK, je me rapproche de mon prix moyen. Donc, je vais simplement dumper mon Bitcoin immédiatement pour pouvoir m'en sortir. Et avec ces nouveaux joueurs. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, en fait, c'est la suite logique, hein, liée à l'adoption et à l'intégration du Bitcoin? Ou est-ce que ça pourrait être une phase passagère? Maintenant, je vous avoue que j'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'avait dit... Attendez, je bois un coup. Je reprends le chat juste après ça, mais d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis en commentaire une phrase qui est terriblement véridique, mais avec les ETF, avec les institutions, avec la masse adoption, d'une certaine façon, on a fait rentrer le loup dans la bergerie. On le savait, hein, je veux dire, on savait qu'à partir du moment où les institutionnels allaient rentrer sur le marché, on allait avoir beaucoup de liquidités, mais également un secteur hyper professionnel et autres. Et je pense que c'est ça, on a fait rentrer le loup dans la bergerie, et maintenant il faut assumer que les règles du jeu et le fonctionnement du marché est complètement changé. Ensuite, Binance, ils viennent en fait de faire une demande d'agrément MiCA auprès de l'autorité grecque. Très très étrange, ils ont ouvert une filiale en Grèce et ils ont fait cette demande. Alors ils ont complètement le droit de faire ça parce que pour pouvoir opérer en Europe, d'ici juillet 2026, il faudra avoir un agrément MiCA. Donc ils avaient déjà la licence, l'enregistrement PSAN en France, mais en fait ils vont pas demander l'agrément en France, sûrement à cause de la complexité réglementaire. Ils ont décidé de demander en Grèce. Ils ont ouvert une filiale en Grèce et ils vont faire ça via la Grèce. Et surtout, il y a ce système de passeport, de licence à travers toute l'Europe qui pose problème à la France. D'ailleurs, la France voudrait qu'on arrête d'avoir un système de passeport et que ça soit une autorité centrale qui valide toutes les demandes d'agrément MiCA. Une news complètement lunaire. On est sur un chef-d'œuvre administratif européen. BitGate, un des plus gros exchanges crypto, préfère quitter le marché européen plutôt que de se plier aux nouvelles règles MiCA et DAC8. Ouais, merci l'Europe, mais non merci en gros. Ouais, et je suis pas très surpris. Mais au moins ils se prennent pas la tête, eux. Ça nous plaît pas, on se barre.
Résultat, moins de plateformes, moins de concurrence, moins d'innovation et plus de galères pour les utilisateurs. J'ai envie de dire bravo. Parce que Mika à la base c'est pour protéger les utilisateurs, sécuriser le marché et encadrer la crypto. Pourquoi pas? Mais en pratique, c'est de la paperasse à gogo, des coûts élevés et plus de barrières pour les acteurs. Donc ceux qui veulent pas se prendre la tête, ils se barrent. L'Europe, elle croit qu'elle gère la crypto, alors qu'en réalité, elle la pousse à l'exil. Et avec le DAC 8, c'est la petite cerise sur le gâteau. La surveillance fiscale renforcée. Ouais, on va pas rappeler que le fisc leak nos données. Me chauffe pas sur ce sujet-là. Hier, vous êtes une personne physique, vous avez des cryptos qui sont détenus sur des plateformes à l'étranger. Vous vous dites, bon, en réalité, je ne suis pas certain que ces informations arrivent un jour à l'administration fiscale française, donc concrètement, je ne vais pas les déclarer, alors que déclarer ses comptes à l'étranger est, entre guillemets, juste pour information, obligatoire depuis un certain temps maintenant. Et donc, qu'est-ce que je fais? Concrètement, je me dis, c'est pas grave, on verra le moment venu. Le problème pour ces gens-là, c'est que maintenant, il va y avoir une transmission d'informations. C'est-à-dire à la fois, donc là, je parle des plateformes régulées, j'entends bien. Les plateformes régulées vont devoir transmettre à l'autorité fiscale de leur pays de résidence. Donc, par exemple, imaginons, vous avez une plateforme lituanienne, elle va devoir transmettre les informations sur tous ceux qui ont ouvert des comptes à l'autorité fiscale lituanienne. Autorité fiscale lituanienne qui sera liée aux 26 autres autorités fiscales, et elle dira « Ah tiens, Jérémy Cohen, sur la plateforme lituanienne, il a 10 bitcoins, il a fait ça, ça, ça. » Ceci est totalement faux. Non, il en a un peu plus que 10, et du coup... Tu veux qu'il vienne me chercher ou quoi? Exactement. Et du coup... Non, pardon, je retire, il a 0. Walou, il a pas rien. Il a rien du tout, ceux qui chercheraient... voilà, il a rien. Les pauvres de chez pauvres. Et donc, du coup, transmettre les informations à l'administration fiscale française, qui se fera évidemment le plaisir de reprendre les années... Le sujet vraiment qui inquiète, honnêtement, c'est cette information. Ça vient de sortir. Regardez, violation de données dans le secteur des cryptoactifs. Je vais vous lire tout simplement l'image. Ça nous dit clairement, je vais vous lire la version 1, je préfère. Des opérateurs de cryptoactifs, dont la société Waltio ou leurs prestataires, ont récemment été victimes de fuites de données personnelles. Donc, il y a une fuite de données personnelles sur Waltio. Si vous vous souvenez, en décembre, il y avait déjà eu des rumeurs sur le sujet et Waltio avait démenti en disant non, on n'est pas concerné par le fichier qui a été publié. Waltio, je rappelle, c'est une société dont le but est de vous aider à faire vos déclarations fiscales. Ils agrègent vos comptes, vos transactions sur l'année et vous donnent un rapport très simple pour pouvoir déclarer les choses à l'administration fiscale. Ils collectent l'adresse email des personnes et qui est présente dans les rapports. Pour ce qui est du parcours, je dirais c'est vraiment ce côté, on commence en ayant les informations qu'on veut bien nous donner à travers le parcours universitaire classique, et le plus on explore, le fait est que j'étais curieux, donc le plus on explore par soi-même, le plus on s'éloigne des doxa, le plus on commence à se dire, bon, c'est très sympa d'étudier par exemple Keynes, mais quand il nous apprend qu'on veut créer de la demande par l'investissement étatique, et qu'on se rend compte que son système fonctionne qu'en économie fermée, alors que le monde économique n'a jamais été aussi ouvert, et que ça reste la référence actuelle pour la pensée économique, on va dire, mainstream, on se dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Surtout quand on lit des auteurs qui vont beaucoup plus loin, qui mathématisent beaucoup plus, qui même vont changer de paradigme, puisque Keynes avait cette approche pour dire que l'économie, c'était comme de la mécanique, avec des rouages qui s'enclenchaient les uns dans les autres. Hayek arrive et dit non, l'économie est organique. C'est les gens qui la font, c'est les décisions de marché prises par les gens qui la font, et ça amène naturellement en fait à Bitcoin. On va démarrer par cette info du jour, l'info du Financial Times. On en serait fiers, nous, Français, si un champion, un leader français venait à ce côté aux États-Unis à devenir encore plus visible sur les marchés financiers. Ce sera sans doute le cas de Ledger. D'après le Financial Times, Ledger est en train de travailler une introduction à Wall Street avec Goldman Sachs, Jefferies et Barclays. Ils sont en train de discuter du format de cette possible introduction en bourse qui aurait lieu donc dès cette année. Que nous apprend le FT aujourd'hui, messieurs? Stanislas. Tout d'abord, c'est une excellente nouvelle pour la tech française, que je vais un peu nuancer quand on regarde la destination avec laquelle ils veulent lever des fonds et se coter. Mais donc, c'est plusieurs banques américaines qui travailleraient avec Ledger pour coter Ledger aux États-Unis. C'est là où le bas blesse un peu. Et à la rigueur, je comprends la décision qui est faite, parce que pour paraphraser Pascal Gauthier, le patron de Ledger, c'est d'aller là où les capitaux sur la crypto sont.
donc on peut pas leur en vouloir. On continue dans les nouvelles, qui sont des bonnes nouvelles autour de la crypto. CZ qui nous dépeint un avenir où l'intelligence artificielle va nous va nous faire aller au chômage, et que le seul moyen, c'est de détenir de la crypto, parce que justement, la valorisation de la crypto, principalement BTC, va se valoriser suffisamment pour qu'on n'ait plus besoin de travailler. Merci CZ, et j'aime bien justement le petit commentaire qui est derrière, qui est: merci de travailler aussi dur pour continuer à gagner plus. C'est une réalité, il vend tout simplement sa popote, parce que c'est exactement ce qu'il vend, et ce qu'il a vendu notamment à Davos, où CZ a discuté avec une douzaine de gouvernements pour tokeniser des actifs publics, et la tokenisation, c'est clairement le business de l'ensemble des gros acteurs crypto. On a Coinbase qui est spécialisé, et on va avoir forcément Binance qui va aller en dehors des USA pour essayer de trouver des nouveaux clients, et l'idée c'est d'intégrer la blockchain et créer des infrastructures pour tokeniser le reste du monde, et c'est exactement ce qu'est en train de faire. Nous allons parler de Grayscale qui vient de déposer une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur le BNB, le token de l'écosystème de Binance. On va couper ça. Cette initiative vise à offrir aux investisseurs institutionnels une exposition réglementée au 4e plus gros actif par capitalisation boursière. L'application est majeure pour Binance, étant donné que l'approbation de tel produit marquerait une forme de réhabilitation institutionnelle définitive pour le token BNB. Cela accentue également la compétition entre les émetteurs d'ETF qui cherchent désormais à élargir leur offre au-delà du Bitcoin et d'Ethereum, confirmant ainsi la diversification croissante des portefeuilles institutionnels. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Pas qu'on laisse pas ce commentaire. Finalement, pour les holders de BNB, ce sera quelque chose de positif. La bourse américaine lance une plateforme, Stanislas, plateforme d'action tokenisée à Wall Street. C'est le début d'un grand remplacement financier, selon vous? Oui, ça commence toujours par les infrastructures de marché qui donnent le là, et derrière vont se construire les applicatifs où ça crée la demande pour des acteurs de tokeniser leur part. Quand on analyse cette nouvelle, on n'est pas tellement sur un communiqué de presse qui essaye de faire croire que plein de choses vont se passer et que c'est faux in fine. Là, au contraire, c'est manifeste. Ils veulent créer une nouvelle bourse qui fait du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui change complètement le fonctionnement des marchés financiers, qui tendaient à être 24/7, mais qui ne l'étaient pas formellement, et avec de ce qu'on appelle de la tokenisation native, ce qui est différent d'une forme de tokenisation où quelque part on crée une sorte de miroir par rapport à l'existant en disant tiens, on crée une représentation sur blockchain, mais j'ai envie de dire que le fondamental demeure le système traditionnel, dit système legacy. Ce qu'annonce le NIS en l'occurrence, c'est du 24/7 et c'est de la tokenisation native. Ce qui veut dire que demain, j'en sais rien, Apple ou peut-être même Ledger côté là-bas un jour pourra émettre une nouvelle share class, un nouveau type d'action qui soit nativement sur blockchain. L'été dernier, la communauté crypto américaine applaudit le Genius Act. Enfin, une régulation claire pour les stablecoins qui promet de structurer le secteur et d'accélérer l'adoption. Sauf que, dans les petites lignes du texte, une phrase change tout. Tous les émetteurs doivent intégrer la capacité technique de saisir, geler ou détruire vos tokens sur ordre des autorités. Et comme personne n'a rien dit, le Clarity Act pousse encore plus loin. Le directeur de recherche de Galaxy Digital qualifie ce projet de loi de plus grande expansion de surveillance financière depuis le Patriot Act post-11 septembre. Concrètement, le gouvernement américain pourrait geler les transactions pendant 30 jours. Vous avez 10 000 € en USDC, demain matin, sans préavis, sans procès, vos fonds sont gelés. Pas parce que vous avez fait quelque chose d'illégal, parce qu'un algorithme a trouvé votre transaction suspecte. Se cache un piège redoutable, une présomption de culpabilité. Le texte dit, en substance, que tout token est considéré comme un titre financier, c'est-à-dire une security, sauf si l'émetteur arrive à prouver le contraire à la SEC via une certification très complexe. C'est le monde à l'envers, hein. Au lieu de favoriser l'innovation, on met un mur devant elle. Vous rêviez de voir des actions Apple ou de l'immobilier s'échanger librement sur la blockchain 24 heures sur 24 ? Avec cette classification, faut pas rêver. Tout projet de tokenisation se retrouve noyé sous les mêmes contraintes administratives que Wall Street dans les années 90. Et enfin, le coup de grâce, l'attaque contre la DeFi, la finance décentralisée. Le projet de loi exige que toute personne ayant un contrôle sur un protocole se charge de se conformer aux directives AML et aux autres obligations réglementaires, genre des KYC par exemple. Le problème, c'est que déjà, la notion de contrôle sur un protocole de DeFi, elle est volontairement floue,
Mais ensuite, ça veut dire qu'un développeur qui a simplement écrit du code open source ou un groupe de personnes qui votent dans une DAO pourrait être tenu responsable des transactions effectuées par des inconnus à l'autre bout du monde. Et surtout, il devrait mettre en place tout un processus pour récolter les données, les traiter, etc. Enfin bref, vous imaginez bien que ce n'est pas envisageable. Comme l'a dit Brian Armstrong, cela revient à donner au gouvernement un accès illimité à vos données financières et à tuer la confidentialité. Ça revient à transformer les développeurs de logiciels en policiers bancaires, ce qui est techniquement impossible déjà et ensuite idéologiquement inacceptable. Le 6 mars 2025, un décret présidentiel est signé à Washington par Donald Trump. Un texte sec, bureaucratique en apparence, mais un texte qui pourrait bien marquer le début d'un bouleversement monétaire mondial. Car ce jour-là, la Maison-Blanche décide de stopper immédiatement la vente des bitcoins confisqués par la justice fédérale. Pendant des années, ces bitcoins saisis dans des affaires criminelles, de blanchiment ou de piratage étaient simplement liquidés aux enchères publiques. Désormais, ils changent de nature. Ils deviennent une réserve stratégique nationale, une sorte de Fort Knox numérique, un socle de valeur à conserver sur le long terme. Ce n'est pas seulement une décision qui est symbolique, c'est une véritable réflexion stratégique majeure parce qu'on va beaucoup plus loin. Pour la première fois, une puissance souveraine, la première puissance mondiale, acte noir sur blanc qu'un actif numérique rare doit être sanctuarisé, au même titre que l'or, hier, ou que le pétrole dans les réserves stratégiques. Mais ce décret ne s'arrête pas là, loin de là justement. Le Trésor américain reçoit une mission très précise, concevoir des mécanismes d'acquisition budgétaire neutres pour accumuler plus de bitcoin. Bon. C'est intéressant. Oui, ça c'est pas mal. Le Kansas qui a introduit un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de bitcoin. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors attention, c'est un projet de loi, attention, c'est pas encore acté. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne initiative. On a Trump qui a porté plainte contre JP Morgan, la banque, et qui lui réclame 5 milliards de dollars pour lui avoir fermé ses comptes en banque il y a 4 ans. Vous vous souvenez, en 2021, lorsqu'il y a eu la marche sur le Congrès et Trump a été banni des réseaux sociaux, il a été banni de plein d'endroits différents, il a perdu la présidence aussi. Et ben en fait, il réclame à JP Morgan tout cet argent parce qu'il lui aurait bloqué tous ses comptes. Je pense qu'il n'y a pas de contestation à ce niveau-là. Ils lui ont bien bloqué ses comptes. Voilà, mais eux, ils disent ils ont juste respecté la réglementation, ou ça crée des risques pour eux de lui laisser ses comptes ouverts, etc. On verra. Et ce qui est intéressant, et le lien avec les cryptos, c'est que selon la famille Trump, c'est suite à ça, suite à ce qui s'est passé là en 2021 quand Trump a perdu ses comptes en banque, que la famille Trump, de manière globale, s'est intéressée aux crypto-monnaies comme système alternatif, comme solution non contrôlée par une entité. Lundi, on attaquera la semaine avec les commandes de biens durables, un bon indicateur de la santé économique américaine. Mardi, focus sur l'emploi avec l'ADP, c'est souvent un avant-goût du NFP, donc attention à la volatilité. Mercredi, ce sera clairement la journée la plus chaude de la semaine. À 20h, on a la décision de la Fed sur les taux, suivi à 20h30 de la conférence de presse. Même si les taux ne bougent pas, chaque mot de Powell sera scruté et pourra faire réagir les marchés. Jeudi, on aura les inscriptions au chômage. Et on terminera la semaine vendredi à 14h30 avec le PPI et l'inflation côté producteur. En résumé, on aura une semaine chargée avec de la volatilité à prévoir. On restera donc prudent, on évitera le surlevier et on pense à protéger son capital avec des stop-loss et des stop-suiveurs. Maintenant qu'on sait à quelle sauce le marché risque d'être mangé, ce qu'on sait aujourd'hui, je vais être assez direct, c'est que les marchés sont inquiets. Et cette inquiétude vient d'un cocktail très précis que présente le Japon. D'abord, une dette publique qui atteint environ 230% du PIB, un niveau extrêmement élevé, le plus haut parmi les grandes économies développées. Ensuite, on a un État qui a survécu pendant des décennies grâce à des taux d'intérêt artificiellement très bas. Et enfin, autre chose, on a une banque centrale qui, jusqu'à récemment, contrôlait directement les rendements obligataires pour empêcher les taux de monter. Et avec ces éléments, le raisonnement des marchés a complètement changé. Si les taux montent aujourd'hui au Japon, c'est pas vu comme un signe de force, mais comme le signe que l'État commence à perdre le contrôle de sa dette. Les investisseurs ne récompensent plus les taux élevés. Ils sanctionnent le risque de dérapage budgétaire. Ils commencent à craindre qu'avec un tel niveau de dette, le Japon ne puisse plus suivre. Regardez l'or qui enchaîne ATH sur ATH. Regardez, on a actuellement l'or qui est monté à 4953. Non, mais c'est juste colossal. On fait que des ATH. Alors, c'est quand même dingue, hein. Là, l'or est vraiment fort techniquement parce que il est en plein dans une zone de surachat et il ne retrace pas. C'est ça qui est dingue. Regardez ça. Il continue de faire des ATH. Maintenant, attention, hein. Sur l'or, attention, je préfère vous le dire, il y a une gigantesque divergence baissière qui s'est mise en place, hein. Attention à ça. Attention. Mais là, en tout cas, du côté de l'or, on continue de faire des points hauts de plus en plus hauts. C'est très bien. Attention, hein. L'or risque de retracer
dans les prochaines semaines. Là, je suis en vue hebdomadaire, donc clairement, ça va prendre du temps. Mais attention, il y a une gigantesque divergence baissière qui s'est mise en place. Quand elle va s'activer, cette divergence, l'or va faire un retracement. Encore une fois, si on doit continuer un petit peu à se dégrader, vous comprenez que on pourrait aller chercher la liquidité un peu plus au sud et ce serait juste normal. C'est une forme de normalisation, un rééquilibrage, une normalisation du marché, notamment de Bitcoin, puisqu'actuellement, je le dis, je le répète, nous sommes en premium sur Bitcoin depuis des mois et c'est assez rare de voir Bitcoin autant en premium, même s'il n'y a pas eu d'excès depuis plusieurs mois maintenant et ça a bien suivi le cycle de Bitcoin tout au long de l'année 2023, 2024 et 2025. OK pour ça. Donc, il nous invite à penser que par rapport à son super oscillateur, nous devrions pas être très loin d'une zone de bottomisation. Et pourquoi pas s'inscrire dans cette logique, puisque si on suit les objectifs cycliques et d'expansion de Fibonacci, on devrait être aux alentours des 220-230 000 $. On était au 50e jour de live du jeu, qui est donc sorti un truc comme début décembre, un machin comme ça, et on avait 518 personnes qui avaient rejoint l'aventure. Avec au total, on le voit au milieu, 178 000 $ qui ont été investis dans le jeu, et aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, et dans le bon sens. Donc pour l'instant, on croise les doigts. Moi, je continue à retirer pas mal d'argent tous les jours. Je vous montre ça sur mon compte dans un instant. Juste sachez que il y a un concours que j'organise dans cette vidéo aussi. Dites-moi en commentaire le jour précis où Tether King va mourir, parce que on le sait à l'avance, ce genre de jeu mourra un jour. À l'instant où je parle, donc je vous répète, mais quand j'avais fait la vidéo, il y avait quasiment 180 000 investis sur le jeu. Là, on est quasiment à 300 000. Je vous montrerai après sur le jeu. Et dans le contrat, il reste encore 235 000 $ à distribuer. Ça veut dire que le jeu a déjà redistribué quasiment, on va dire, 60 000 $ aux différents joueurs. Donc la question c'est, quand est-ce que le contrat aura 0 $? C'est-à-dire que, il n'y aura plus assez de nouveaux joueurs, ils auront tout redistribué, et donc ce sera la fin du jeu. Mettez-moi la date précise en commentaire, et on va dire que vous avez jusqu'à ce dimanche pour du coup participer. Et bien sûr, le gagnant, celui qui aura trouvé le jour, ou alors qui sera le plus proche de la bonne journée, je offrirai une récompense en $. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.